Après des mois de recherche, Heather Jackson, âgée de 23 ans, emménage dans sa nouvelle maison avec ses 2 enfants. Selina, 3 ans, et Wayne Jr., 1 an. Heather était une mère géniale. Je lui disais toujours qu'elle ressemblait à ces mamans parfaites qu'on voit dans les magazines. Elle se dévouait pour ses enfants. Heather? Salut. Salut, ça va? Oui, et toi? La maison est super, j'adore. Quand Heather a trouvé la maison, elle était super contente. C'était la première maison où ils allaient vivre juste tous les 3. Tu aimes ta nouvelle maison? Oui, on est content. Hein? Et comme elle s'était débrouillée toute seule, elle était très fière. Je peux t'aider? Pour être franche, oui. Il y a des coussins dans ce carton. Peut-être qu'on peut... La vie n'a pas épargné Heather. Tu aimes bien? Oui, c'est confort. Et elle vient de se séparer de son mari, Wayne. Merci d'être venu, c'est gentil. De rien. Heather et Wayne étaient très heureux ensemble. C'était son amour du lycée. Mais l'arrivée des enfants et le stress qui allait avec a pesé sur leur relation. C'est un bébé? Ça a été très difficile à vivre pour elle. Mais elle était solide. Tu serais d'accord pour venir dormir à la maison samedi? Tu veux? Ça te plairait? Ouais. Je les prenais souvent la nuit chez moi pour l'aider. Ça lui permettait de souffler. Ils aimaient venir chez moi et j'aimais les avoir. Deux jours plus tard, Daniel se rend chez Heather, comme prévu. Je suis sortie du boulot entre midi et 13h et je suis allée chercher Selina pour qu'elle passe la nuit chez moi, comme je le lui avais promis. Personne n'est venu ouvrir la porte. Heather? J'ai frappé à toutes les portes. Elles étaient toutes verrouillées. Ce n'était pas normal qu'Heather ne soit pas là. Jody? J'ai donc appelé sa mère, Jody, pour lui dire qu'il y avait quelque chose d'anormal. Jody est extrêmement proche de sa fille. Je l'appelle tous les jours. Et même quand on est fâchés l'une contre l'autre, en général, elle me rappelle. Ce jour-là, je l'ai appelée encore et encore. Je commençais à sérieusement m'inquiéter. Elle ne décrochait pas. Daniel appelle toutes les amies d'Heather. Oui? Personne n'arrive à la joindre. Oui. C'est alors qu'elle remarque un détail. Quoi? La tétine de Selina traînait sur le porche, alors qu'elle ne s'en séparait jamais. C'était impossible. Elle ne laisserait jamais sa tétine sur le porche. 6 heures s'écoulent sans aucune nouvelle d'Heather. L'inquiétude fait place à la panique. Police de Sandusky? Alors voilà, j'ai une fille de 23 ans. Elle a 2 enfants en bas âge qui ont 3 ans et 1 an. Ses amis et moi, on l'a appelée toute la journée sans réussir à la joindre. Une de ses copines vient d'aller à son domicile. Elle affirme que la télévision est allumée. Le biberon du bébé traîne sur le lit parapluie et la tétine de la petite Selina est par terre. Je me demandais si vous pouviez aller faire un saut là-bas. C'est une petite maison grise. Des policiers sont bien allés sur place. Les portes étaient verrouillées. Les fenêtres étaient fermées et rien ne laissait penser qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ils ont signalé qu'il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Rien ne semblait anormal. Rien n'étant suspect, les agents n'ont pas le droit de pénétrer dans la maison. Ils retournent donc au poste. Quelques minutes plus tard, les services de police secours reçoivent un autre appel.
Je m'appelle Daniel Reisner. On vient d'aller chez une copine. Elle s'appelle Heather. On l'avait vu il n'y a pas très longtemps. Je suis entré parce que j'ai cru entendre quelqu'un dire « Entrez ». Il y avait un cadavre sous le matelas. Il y a quoi? Un cadavre. Le corps de quelqu'un. Une personne décédée. Le sergent Eric Graybill fonce sur les lieux. Quand je suis arrivé sur place, un agent de police s'entretenait avec deux individus devant la maison. Les hommes expliquent à la police qu'ils ont découvert un corps à l'intérieur. J'ai pris la décision d'aller inspecter les lieux. On est entré dans la maison, on a traversé le salon, on est allé dans la deuxième pièce, qui était une petite chambre de bébé. On a regardé, c'était bon, il n'y avait rien signalé. On a suivi le couloir pour arriver dans une troisième pièce. Dès qu'on est entré, on a tout de suite vu qu'il y avait un corps entre le matelas et le sommier. Je suis allé au pied du lit et j'ai soulevé le matelas. Elle ne portait rien, à part un tissu rouge qui ressemblait à un t-shirt enroulé autour de son cou. Elle gît sous le matelas. Je ne sais pas où se trouve le bébé. Il y a deux enfants. Il n'y a personne d'autre sous le matelas. Je l'ai soulevé, mais je vois personne à côté d'elle. Où est-ce qu'il peut bien être, ce gamin? Il n'y a aucune trace des deux jeunes enfants d'Heather. Bon, sortez de la maison. J'ai décidé à ce moment-là qu'on allait sécuriser la scène de crime et sortir de la maison quand ce serait fait. On avait l'espoir de retrouver les enfants chez des amis. On avait l'espoir qu'ils aient passé la nuit ailleurs. Alors qu'on sortait de la maison, j'ai remarqué une porte au fond du salon. C'était le seul endroit qu'on n'avait pas vérifié. C'est verrouillé de ce côté. J'ai déverrouillé la porte. Il y avait des affaires empilées juste derrière qui bloquaient la vue. Je me suis penché en avant pour regarder ce qu'il y avait de l'autre côté. Et c'est là que j'ai vu la petite fille. Et en regardant un peu mieux, j'ai pu voir le dessus de la tête d'une autre victime, sous le corps de la petite fille. C'est pas vrai. Il a quel âge, le petit bonhomme? Il a 18 mois. Gary Wichman est chargé de diriger l'enquête. Je ne savais pas quoi penser. Une mère et ses deux jeunes enfants assassinés. Ça n'était jamais arrivé dans cette ville. Ils avaient été étranglés tous les trois. C'est incompréhensible qu'un être humain puisse faire ça. Ça dépasse l'entendement. Je ne comprends toujours pas. C'est ignoble. Alors que la police scientifique s'occupe de la scène de crime, Wichman inspecte les lieux et remarque un élément susceptible de faire démarrer l'enquête. John Street se trouve au nord-ouest d'un hôpital.
Et juste de l'autre côté de la rue où habite Heather, il y a un parking. Witchman va voir de plus près. L'hôpital est doté de caméras. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a une chance que le logement apparaisse sur les images. Si la caméra offre une vue claire sur la maison d'Heather, elle pourrait directement conduire les enquêteurs au meurtrier. On ne savait pas à qui on avait affaire. On savait simplement que quelqu'un était capable de tuer une mère et ses 2 enfants. Et on voulait le trouver. Cela fait 1 heure que les corps d'Heather Jackson et de ses 2 enfants ont été découverts chez eux. Bonjour. J'ai besoin des images d'hier soir. Mais il y a un problème. Il fait trop sombre pour voir la maison. Revenez en arrière. Witchman remonte en arrière, avant qu'il ne fasse nuit. En comparant la même scène de jour et de nuit, on a pu localiser précisément la maison sur l'image. Il y a un terrain juste à côté, et on distinguait suffisamment bien l'entrée du garage pour voir les véhicules ou les gens qui venaient chez Heather. Là, c'est sa maison. Sur la scène de crime, un agent de patrouille affirme avoir vu Heather et les enfants jouer dehors la veille à 20h30. Allez à 20h30. À 20h30, une voiture de patrouille apparaît à l'écran et passe devant chez Heather. Il était donc établi qu'Heather était en vie à ce moment. Ça précisait la chronologie des événements. C'est un début. Laissez défiler. Witchman visionne les images. Plus de 2 heures s'écoulent. Il ne se passe rien. Jusqu'à 22h57. Là, refaites voir. Zoomez pour qu'on voit mieux. Un véhicule se gare devant la maison. Il est presque impossible de distinguer quoi que ce soit. Mais un détail saute aux yeux de Witchman. On voyait une silhouette sortir de la maison pour se diriger vers le véhicule. Peu de temps après, le véhicule recule et se gare dans l'allée du garage. Puis les phares s'éteignent. On suppose alors que le conducteur ou la conductrice est maintenant chez Heather. Il est clair que ce véhicule nous intéresse. On ne pourra jamais déchiffrer l'immatriculation. Continuez. Voyons ce qui se passe. La pluie se met à tomber. Les images sont encore moins nettes. Ensuite, à 23h08, les phares de la voiture se rallument. Elle sort de l'allée du garage en marche arrière et part vers le sud, via Prospect Street. Mais impossible de distinguer la marque ou un quelconque détail concernant le véhicule. Il était possible en tout cas que son propriétaire soit le meurtrier. La pluie devient si intense qu'il est impossible de distinguer ce qui se passe à l'écran. Je peux avoir une copie? Merci. Witchman? Les résultats préliminaires de l'autopsie sont disponibles. Ils confirment ce que les enquêteurs pensaient. Heather et ses 2 enfants sont morts étranglés. Pour un policier, c'est très difficile d'annoncer à des parents que leur enfant n'est plus parmi nous. C'est vraiment très difficile d'annoncer le décès d'un enfant.
Le shérif est venu chez moi. Il m'a annoncé que mon Heather était morte, ainsi que mes 2 petits-enfants. J'étais paralysée, comme anesthésiée. On a le cœur brisé. On ressent une profonde douleur intérieure. Parce que tous les 3 sont morts. Allô? Jody, la mère d'Heather, m'a appelée. Et pendant cet appel, elle m'a dit que... Au poste de police, l'enquête bat son plein. Notre priorité consistait à trouver la dernière personne à l'avoir vue. Les agents établissaient les demandes de mandat pour obtenir ses relevés téléphoniques et passaient en revue les réseaux sociaux pour voir avec qui elle était en contact. Les policiers procèdent à l'interrogatoire des 2 hommes qui ont découvert le corps d'Heather, Daniel Reisner et Tom Hanson. Daniel Reisner. Witchman commence par celui qui a appelé les secours, Daniel Reisner. Je lui ai demandé comment il l'avait rencontrée et il m'a dit qu'il ne la connaissait pas. Il accompagnait simplement M. Hanson. Je suis passé par derrière, j'ai ouvert la porte moustiquaire, puis l'autre porte. Sans avoir à forcer? Non, je l'ai pas défoncé à coups de pied ni rien. Elle était déverrouillée et vous l'avez ouverte. Oui. Les déclarations de Reisner ne collent pas avec le rapport de la police, ce qui alerte Gary Witchman. 2 agents très compétents qui étaient allés voir si tout allait bien affirmaient que les entrées étaient fermées à clé. Or, d'après ces 2 types, la porte de derrière ne l'était pas. C'est pas grave si vous l'avez forcée. Oui, je l'ai secouée et elle s'est ouverte. Merci. Mais je l'ai pas défoncée. Il n'y a pas de signe d'effraction. Il finit par avouer qu'il a forcé la porte. Comme vous étiez dans la maison, il me faudrait votre ADN. Bien sûr, pas de problème pour ça. Reisner accepte le prélèvement d'ADN. Witchman se concentre ensuite sur Thomas Hanson. Elle m'a appelé hier soir, alors je suis passé. Vous êtes entré ou pas? Non, je suis resté dans la voiture. Elle est venue, on s'est fait la bise. Son récit correspondait aux images de vidéosurveillance de l'hôpital. Il est bien allé chez elle vers 23 h ce soir-là. Elle est sortie le voir et ils ont parlé brièvement. Ça paraît plausible. C'était bref. Mais Hanson révèle qu'il y avait une autre personne sur place. C'est là que Josh, je crois que son nom de famille commence par un C. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre homme chez Heather, un certain Josh. On a discuté 2 secondes, puis on s'est dit au revoir. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Heather. Il serait reparti rapidement alors que Josh était encore là. Hanson prétend qu'il a passé le reste de la soirée chez lui avec sa compagne. Votre ami pourra garantir que vous n'y êtes pas retourné? Ça, je sais pas. Elle était couchée. Écoutez, posez toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. J'ai rien à cacher. Mon but, c'est de coopérer. Witchman demande à Hanson un échantillon de son ADN. L'ADN joue un rôle capital. Une fois qu'on a un suspect, on peut alors lui prélever son ADN pour le comparer à des prélèvements qu'on a effectués pendant une enquête et voir s'il y a correspondance. Mais ces analyses comparatives prennent du temps. Pendant ce temps, Witchman auditionne la compagne de Tom.
Bonsoir. On retrace les déplacements de Tom Hanson la nuit du 7 septembre. Il était avec vous ce soir-là? Toute la nuit? On est allé chez lui pour parler à son ami, qui nous a confirmé qu'il était bien chez lui au moment du crime. D'accord. Merci. L'alibi de Tom est confirmé. Mais Witchman a encore besoin de l'analyse ADN pour le blanchir totalement. En attendant les résultats, les enquêteurs se concentrent sur l'homme qui, d'après Tom, était dans la maison après son départ. Josh est le dernier à avoir été en contact avec Heather et ses 2 enfants. Il est donc capital pour nous de le trouver sans tarder. Cela fait 4 heures qu'Heather Jackson et ses 2 enfants ont été retrouvés morts chez eux, étranglés. L'homme aperçu à l'intérieur de la maison ce soir-là a été identifié. Il s'agit de Josh Case. Il est immédiatement convoqué au poste. Je suis l'agent Witchman. Dites donc, sacré bazar, hein? Ouais. Comment vous avez connu Heather? Par des potes. Il y a 2-3 ans. Josh nous explique qu'ils sont copains. Il tient à elle. Je pense qu'il voulait plus qu'une simple amitié. Josh confirme qu'il était chez elle ce soir-là. Qui d'autre? Il y avait Heather et ses gamins qui dormaient. Il y a eu aussi un certain Tom qui est passé. Elle est allée le retrouver dehors. Il est reparti? Oui, c'est ça. Josh précise qu'à un moment, il s'est absenté pour aller à la supérette du coin. Pour acheter quoi? Un paquet de donuts pour le petit déjeuner des enfants. À la supérette? Ouais. Il affirme ensuite qu'il est parti vers 1h du matin. Son cousin est passé le prendre. Je lui ai envoyé ce texto à minuit 49. D'accord. Il est passé me prendre après. Witchman pousse le jeune homme à raconter la soirée plus en détail. Il raconte qu'il avait beaucoup bu. Elle a bu, elle aussi? Non. D'accord. Il avait pas mal de trous noirs et il ne se rappelait pas de tout ce qu'il avait fait. Dans la mesure où on doutait un peu de la crédibilité du récit de ce jeune homme, il fallait qu'on en sache un peu plus sur ses faits et gestes cette nuit-là. Witchman commence par vérifier s'il s'est bien rendu à la supérette. Il y a des caméras là-bas. Nos agents ont pu avoir les images aussitôt. Les enquêteurs regardent la vidéosurveillance pour voir si un client ressemblant à Josh entre dans le magasin. Arrivé à 23h20. C'est Josh qui vient d'entrer? Il continue à visionner, sans réussir à identifier le client. Tu as un autre angle? Il change de caméra et lance la vidéo à 23h20. Fais pause. C'est lui. Cet aspect du récit du suspect était confirmé. Sans toutefois l'innocenter. On ne pouvait pas le disculper. C'était la dernière personne à avoir vu Heather. Josh Case restait notre suspect principal. Les enquêteurs ont besoin de preuves concrètes. Arrivent les résultats du laboratoire. Tom Hanson et Daniel Reisner sont lavés de tout soupçon. L'ADN de Josh a bien été trouvé sur les lieux. L'analyse révèle un autre élément. L'ADN d'un homme inconnu. Il y avait quelqu'un d'autre. Les policiers doivent l'identifier de toute urgence. Jody et Daniel se préparent à faire leurs derniers adieux à Heather.
J'étais sonnée. Que s'était-il passé? Qui avait pu faire ça? Tout le monde adorait Heather. C'est ça qui a rendu la pilule si dure à avaler. Il n'y avait aucune raison et personne ne lui en voulait. En plus, les enfants avaient toute la vie devant eux. J'étais dévastée. J'avais perdu ma fille et 2 bébés. On ne pense pas que ça puisse nous arriver un jour. Eh bien si, pourtant, ça m'est arrivé. On avait affaire à un monstre. Il fallait absolument qu'on l'enferme avant qu'il ne récidive. Au poste, la police reçoit les relevés téléphoniques. On essaye de reconstituer les dernières heures ou les derniers jours de la vie des victimes. Les relevés de leur téléphone portable fournissent des éléments de preuve essentiels pour nous aider dans cette tâche. Heather a beaucoup utilisé son téléphone ce dernier soir. Subitement, à partir d'un certain moment au beau milieu de la nuit, tous les appels entrants basculent sur son répondeur. Elle répondait encore à 3 heures. On en a déduit que c'est aux environs de cette heure-là que les choses ont mal tourné. Le tout dernier échange était un appel de 32 secondes, reçu à 3h12 du matin. Cet interlocuteur pourrait être la clé de l'énigme. Faites une recherche sur le numéro qui appelle à 3h12. J'ai besoin de savoir à qui il appartient. Merci. Dee, j'ai besoin de revoir la vidéosurveillance de l'hôpital. Va à 3h du matin. Il était 3h10. Agrandi. Un véhicule blanc se gare en effet chez Heather. C'est forcément lui. On voyait la voiture blanche se garer dans l'allée. Elle se gare et les phares s'éteignent. 3h12. L'heure exacte de la dernière fois où Heather a décroché. Witchman poursuit le visionnage. Si son hypothèse est exacte, les meurtres ont lieu à ce moment précis. Il ne rallume pas ses phares avant 4h16 du matin. Il est donc resté chez Heather plus d'1 heure. Ça suffit largement pour perpétrer ce crime ignoble. Agrandis et repasse les images. La voiture disparaît hors champ. On a besoin de plus. Bien décidé à obtenir une image nette du véhicule, Witchman retourne à l'hôpital. Il y a une caméra sur la façade nord de l'hôpital. Elle n'est pas braquée en direction de chez Heather, mais elle filme tous les véhicules qui se rendent chez elle en suivant un trajet est-ouest. Bonjour. J'ai besoin de regarder la vidéosurveillance de la nuit du 8 septembre. Witchman commence le visionnage à 4h16 du matin, quand la voiture blanche part de la maison. La voiture passe en effet devant cette caméra. Zoomez sur la plaque. On ne distingue toujours pas la plaque ni le conducteur, mais on a une idée précise de la voiture. Une Cadillac blanche. Vous m'envoyez une copie des images? Les enquêteurs doivent découvrir qui conduisait cette Cadillac. De retour au poste, une nouvelle arrive. Merci. L'opérateur téléphonique nous a enfin envoyé les données sur le numéro inconnu. C'est un moment important. On a un nom maintenant. Curtis Clinton.
On sait maintenant que Curtis Clinton est le dernier à avoir parlé à Heather Jackson à 3h12 du matin. Le mystère commence à s'éclaircir grâce à la vidéosurveillance et aux relevés téléphoniques. Mais qui est Curtis Clinton? La vérification de ses antécédents suscite l'inquiétude. On a découvert qu'en 1997, il avait été condamné pour le meurtre de Mystique et Claire, tué par strangulation comme Heather Jackson. Un crime qui lui a valu 13 ans d'emprisonnement. Cela faisait environ 7 mois qu'il était sorti de prison, quand ces 3 assassinats ont été commis. Witchman vérifie si Clinton a un véhicule enregistré à son nom. Clinton conduit une Cadillac blanche. Viens avec moi. À ce stade de l'enquête, on a un suspect numéro 1 qu'il faut qu'on localise de toute urgence. Prête à procéder à une arrestation, la police se rend à la dernière adresse connue de Clinton. Mais il est introuvable. Et il n'y a aucune trace d'une Cadillac blanche. Witchman lance un avis de recherche. Les enquêteurs fouillent l'appartement, à la recherche de tout ce qui pourrait relier Clinton aux homicides ou permettre de le retrouver. On a obtenu un mandat de perquisition. On n'a pas trouvé grand-chose chez lui, à part le reçu d'un distributeur de billets situé sur West Perkins Avenue. Il date de la nuit des meurtres. Il me faut la vidéosurveillance du distributeur de Perkins Avenue. Merci. De retour au poste, les images sont prêtes à être visionnées. Le reçu indique 4h29. On commence là. Une Cadillac blanche apparaît. Agrandie. Là, fais pause. Mais une fois de plus, il y a un problème. On n'arrivait pas à lire la plaque d'immatriculation. Il n'y en avait pas non plus d'image du chauffeur. Sans visuel, Witchman ne peut pas savoir avec certitude qui conduit la Cadillac cette nuit-là. Pendant que la chasse à l'homme se poursuit, les proches d'Heather se préparent à enterrer cette maman et ses enfants. Jody est passée me chercher et j'ai pu accompagner la famille aux pompes funèbres pour discuter des funérailles. C'était difficile. On a tous pleuré. Ce n'est pas un moment qu'on a envie de vivre. Elle s'occupait bien de ses enfants. Elle les adorait. Ces 2 petits étaient une bénédiction. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu l'occasion de grandir et de découvrir la vie. Ils étaient tout petits. Au poste, Witchman reçoit l'appel qu'il attendait. Witchman. Des policiers ont retrouvé la Cadillac. Abandonnée à 25 km de la ville. À l'intérieur, il y avait un ticket de caisse d'une station-service, datant du jour où le corps d'Heather a été découvert. Il n'y a pas de temps à perdre. Witchman fonce à la station-service.
Bonjour. Il me faut la vidéosurveillance de la nuit du 8 septembre. Witchman démarre le visionnage à l'heure indiquée sur le reçu, 20h30. Faites pause. Agrandissez. C'est lui. Lecture. On voit Curtis Clinton. Il achète de la bière et de l'eau. C'est typique du tueur de sang-froid. Il fait tranquillement des courses, alors que la veille, il a commis un crime ignoble et pris la vie de 3 personnes. Mais sans image de Clinton au volant, il est impossible pour les enquêteurs d'être certains que c'est bien lui qui conduisait la Cadillac cette nuit-là. Vous avez un autre angle? Il bascule sur une caméra qui filme l'entrée. Sur les images de vidéosurveillance, on voit la Cadillac blanche, mais pas le chauffeur. Mais juste après l'arrivée de ce véhicule, on voit Curtis entrer dans le magasin. Zoomez. Repassez les images. Maintenant que Curtis Clinton est relié à cette Cadillac blanche, on sait qu'il est l'utilisateur principal du véhicule et qu'il ne l'a loué à personne. C'est génial. On avait un véritable tueur en liberté. Il vient d'assassiner 3 personnes et on aura d'autres victimes si on n'agit pas rapidement. Police, secours? Je ne sais pas si c'est vous que je suis censée appeler pour ça, mais j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Une ambulance ou la police? Une ambulance. Mon copain a fait une overdose d'acétaminophène. D'accord, j'envoie une équipe. Le patient est emmené à l'hôpital. Son nom, Curtis Clinton. La police fonce sur place. Et dès que les médecins autorisent Clinton à rentrer chez lui, les agents passent à l'action. Curtis Clinton, je vous arrête pour le meurtre d'Heather Jackson. Quand on l'a emmené en garde à vue, il portait encore la blouse de l'hôpital. On l'a directement conduit de l'hôpital à la salle d'interrogatoire. Il a nié toute implication dans l'affaire qui nous intéressait. Ce document que je tiens dans la main, c'est le relevé téléphonique d'Heather. C'est principalement pour ça que je voulais vous parler. Il va du vendredi soir au samedi matin. Vous avez eu des échanges. Je commençais à démonter son récit pour lui faire savoir qu'il était inutile de nous mentir. Je suis en mesure de lui présenter des faits dont j'ai connaissance grâce aux différentes images de vidéosurveillance et au relevé téléphonique. J'ai la preuve de sa présence. À 3h12 du matin, c'est la dernière fois que vous lui parlez. Si le relevé le dit, c'est qu'il le dit. C'est possible que je lui ai parlé. J'en sais rien. Après avoir écouté sa version, je lui présente les faits. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui change chez lui. Quand je le regarde, je vois qu'il revit mentalement les événements à mesure que je lui parle. C'était éprouvant. Il s'est passé quelque chose? Il s'est rien passé à la maison, rien. Vous êtes le dernier à y être allé. Curtis, vous vous rendez compte que cette maison apparaît sur la vidéosurveillance de l'hôpital? Les caméras de surveillance sont braquées dessus. Il s'est passé quelque chose. Si c'est le cas, je m'en souviens pas. Je me rappelle plus et vous cherchez à me piéger. Non, je vous parle d'homme à homme. Tous les jours, je rencontre des gens qui commettent des erreurs. Ceux qui ont le cran de les assumer, je les respecte. Ceux qui n'ont aucun remords, ceux qui n'assument pas, je me fais
Une joie d'envoyer ces détraqués derrière les barreaux. Je suis sorti de la salle et c'est là que j'ai appris qu'on avait trouvé l'ADN de Curtis sur Heather. L'ami d'Heather, Josh Case, est définitivement rayé de la liste des suspects. Merci. Les enquêteurs découvrent ensuite une autre preuve accablante contre Curtis Clinton. Peu de temps après son incarcération, Curtis a appelé sa mère. Ces appels sont surveillés et systématiquement écoutés par les forces de l'ordre. Je pensais pas que ce genre de choses se reproduirait. Je m'en sortais bien. Je sais, chérie. Je pensais que j'arriverais à résister, qu'après 13 ans, ça n'arriverait plus jamais. Je peux te demander une faveur? Quoi? Continue à prier. C'était clairement un homme désemparé et inquiet qui se confiait à une personne très proche de lui, sa mère. Ce qui était cohérent avec quelqu'un qui commettrait ce genre de crime ignoble. Les enquêteurs reconstituent le déroulé des événements du 8 septembre 2012. À 3h10 du matin, Clinton arrive chez Heather. Le lien entre Heather et Curtis restait un mystère. On ne savait pas comment il avait atterri chez elle. Il a téléphoné en arrivant. Allô? Je ne suis pas certain qu'elle l'attendait. Je pense que durant la nuit en question, il cherchait une proie et qu'il a jeté son dévolu sur Heather. Il est possible qu'il ait eu envie d'avoir un rapport sexuel avec elle ce soir-là. Il est possible qu'elle ait refusé. Alors ça l'a rendu furieux, fou de rage. C'est à ce moment-là qu'il s'est transformé en un véritable monstre. Il a assassiné Heather Jackson et ses 2 enfants. Il a étranglé les 3. A caché le corps de la mère entre le matelas et le sommier. Et il a jeté ceux des enfants dans un placard, derrière des cartons. À 4h16 du matin, Clinton s'en va et passe devant la caméra de surveillance de l'hôpital. En quelques minutes, il arrive à un distributeur non loin de chez Heather et retire de l'argent. Quelques heures plus tard, il se rend à la station-service sans savoir qu'il a été filmé. La vidéosurveillance a joué un rôle capital. Vous pouvez vous cacher, mais vous n'irez pas loin. On vous aura. Curtis Clinton plaide non coupable. Mais le 4 novembre 2013, un jury le déclare coupable des meurtres d'Heather Jackson et de ses 2 enfants, Selina et Wayne. Il écope de 3 peines de mort. Il n'a pas d'âme. Aucun humain ayant une âme, de la compassion ou un cœur ou de l'empathie ne ferait une chose pareille. Jamais. C'est un monstre. La douleur que ressentent les proches d'Heather reste vive. J'ai perdu ma meilleure amie, ma sœur. Je considérais ces bébés comme les miens. J'ai l'impression d'avoir perdu 2 enfants. Justice n'a pas été rendue. En tout cas, je ne le ressens pas. Mes petits sont morts. Tout ce que je sais, c'est que la religion m'a été d'un grand secours. Et qu'elle le reste. Aujourd'hui encore. Enquête dans le monde opaque et anonyme du Dark Web.
nouveau terrain du crime et des trafics. Ce qu'ils ont fait était immoral et totalement malsain. Des empires qui valent aujourd'hui des milliards. Des cyber-organisations jusqu'ici intouchables. Comment savoir à qui on s'adresse vraiment? Chantage sexuel, crypto-scandale, pédopornographie, trafic d'animaux. C'est comme ça qu'il les faut entrer illégalement. Explorer le côté obscur du web en 4 volets. Après une semaine d'enquête, ce que nous avons découvert nous a choqués. The Dark Web, jeudi à 21 h sur Planète Plus Crime Investigation. Hey toi, c'est les Domino's Days!